J'aimerais qu'on revienne sur l'affaire Philippines, puisqu'il y a un message des parents, extradition du suspect. Le point sur l'affaire Philippines avec Amaury Bucco et des nouvelles révélations. Oui, alors déjà, on sait que la famille s'est très peu exprimée sur l'affaire. Et là, effectivement, ils sont sortis du silence par la voix de leur avocat. Ils ont fait un communiqué, un communiqué assez touchant dans lequel ils disent, je vais les citer, « Philippines aurait eu 20 ans aujourd'hui, jeudi 10 octobre 2024. Sa famille, profondément touchée du soutien et du réconfort qu'elle a reçu lors de son décès et de ses obsèques, remercie tous ceux qui l'ont entouré par leur présence, leurs prières et leurs pensées. » Donc ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ce qui est intéressant dans ce communiqué, contrairement parfois à d'autres communiqués, c'est que finalement, les parents ne parlent pas de récupération politique, comme c'est parfois le cas, ce qui veut dire qu'a priori, aussi, on peut penser qu'ils ont aussi conscience de leur côté de la défaillance qu'il y a eu de la justice française, de la responsabilité de la France dans la mort de leur fille. Il y a une deuxième chose qu'on a appris, c'est que, effectivement, alors c'est le ministre de la Justice qui en a parlé, ce matin, il y a bien eu la demande d'extradition qui a été faite en bonne et due forme à la Suisse hier, 9 octobre. Ouais. Et vous allez me dire, c'est tard quand même pour le faire, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Suisse n'est pas dans l'Europe, dans l'Union européenne. Et donc, il a fallu que la France rentre d'abord dans une phase de dialogue assez longue avec la Suisse pour savoir quel était le protocole strictement pour faire une demande d'extradition de la Suisse à la France. Alors ensuite, il y a eu cette période de dialogue. Ensuite, il y a eu une longue période de validation, interne à la France, avec le parquet général, la chancellerie, la chambre de l'instruction, etc. Et donc, ça a abouti enfin à cette demande d'extradition qui a été faite, à l'ancienne, par un courrier qui a été envoyé hier à la Suisse. Et donc, a priori, on devrait bientôt récupérer Tao, le fameux meurtrier présumé. Ouais, bon, ouais, c'est un peu tard, mais bon. C'est un peu tard, mais il faut comprendre que la France a tout de suite, évidemment, pris la mesure de l'extradition et a commencé les démarches immédiatement. Voilà, c'est long. J'ai presque envie de dire que, exceptionnellement, ça a été très vite par rapport à l'habitude. C'est ça. Oui, c'est vrai. Le témoignage terrifiant d'une jeune femme violée en pleine nuit chez elle par un OQTF, Gilles Verdet. Alors là, c'est incroyable. Thomas Guénolé, tiens. C'est dans la nuit du 12 septembre. C'est Thomas Guénolé. Un petit village de la Somme et une jeune femme, son prénom c'est Romane, Thomas Guénolé, est victime d'une agression à son domicile par un OQTF. OQTF, exactement. Et elle raconte son calvaire qui est terrible. Elle se réveille brusquement pendant la nuit, elle allume et elle se trouve face à un homme. On apprendra plus tard que cet homme, c'est un Marocain visé par une OQTF depuis octobre 2022. Voilà. Elle est paniquée, il se jette sur elle en la déshabillant. Il lui dit « tu te tais » et il mime le signe du fait qu'il l'égorge si elle ne se tait pas et si elle se rebelle. Pour Thomas Guénolé, on n'aura pas moins de délinquants s'il n'y a plus d'OQTF en France. Pendant une heure, il va la... Écoutez la fin de l'histoire, Thomas Guénolé. Il va la violer d'une manière extrêmement sauvage. Il va la saisir par les cheveux pour lui imposer tout ce qu'il veut qu'elle lui fasse. Notamment des fellations et des choses horribles. Il la met à genoux, il la force à l'embrasser, et à un moment, il lui dit « je vais t'égorger si tu ne m'acceptes pas pour un mariage ». Donc là, elle est totalement paniquée. Et une fois qu'il a commis ses méfaits, il quitte le domicile, il demande de l'argent, il vole l'ordinateur et le téléphone. Et il lui dit « ne préviens pas la police ou je reviendrai ». Voilà. Donc elle va appeler un voisin, un ami, elle va porter plainte. Et le Marocain en question, on sait que c'est lui parce qu'il a été trahi par son ADN. Et donc aujourd'hui, il a été arrêté et incarcéré. Voilà. C'est d'une sauvagerie... Il y a également le viol d'une jeune femme trisomique à Metz, un migrant condamné à la moitié de la peine requise. Alors ça aussi, c'est incroyable. Donc c'est un migrant marocain de 38 ans. Qui a été condamné, donc c'était mardi, à 6 ans de réclusion criminelle par la cour criminelle de Moselle. Il a violé une jeune femme trisomique en mars 2021. Elle avait 29 ans au moment des faits et elle n'avait pas la capacité de lui dire non. Donc il a profité de ça et son avocat, qui a plaidé l'acquittement, a assuré que son client n'était pas conscient du handicap que portait la victime et qu'il n'y avait pas de contrainte. Ce qui de l'avis des gens qui étaient à l'audience, est absolument impossible. Donc du coup, il a été condamné certes à 12 ans, mais ce qui n'est pas très compréhensible, c'est que le ministère avait requis une interdiction du territoire français. Ce qui paraît logique quand on voit la gravité des faits. Ça a été refusé. Et il n'y a pas
d'ordonnance d'interdiction du territoire français, contrairement aux réquisitions du parquet. Alors, une fois qu'il aura purgé sa peine, très vite. voilà. Non, mais j'ai contacté le parquet de Metz pour essayer de comprendre effectivement cette décision. Alors d'abord, juste sur l'affaire, il faut savoir que ça a été donc jugé par une cour criminelle départementale et pas par une cour d'assises. Donc ce n'est pas un jury populaire, ce sont des juges professionnels. Ça, c'est le premier point. Ensuite, l'audience, elle était à huis clos, probablement à la demande de la victime pour que ce ne soit pas public. Et donc on ne sait pas, on n'a pas beaucoup de détails sur les motivations, mais j'ai pu avoir effectivement le détail sur pourquoi les juges ont décidé de ne pas mettre d'interdiction du territoire à cet homme. Ah. Alors, cet homme, il vient de Guinée. En fait, il arrive en 2014 en France, à l'âge de 27 ans. Et en fait, comme il travaille depuis 2015, il a un CDI, il est homme de ménage, eh bien, les juges ont estimé qu'il était inséré professionnellement et donc que ça ne justifiait pas le crime qu'il avait commis de l'expulser à l'issue de sa peine. Ben, bravo. Affaire du petit Émile, avant de parler encore d'un énorme rebondissement dans l'affaire Coé, là, il y a des infos qui viennent de tomber, puisque Coé, ça tombe tous les jours. Et là, grosse info ce soir, l'affaire du petit Émile rebondit encore, Michel Marie. Oui, alors on avait parlé un petit peu il y a quelques semaines. C'est notre première histoire de l'an dernier, pour vous dire, et toujours rien. Oui. Ça remonte au 8 juillet 2023. Eh oui. Il a disparu d'un petit village le Haut-Vernay. Et donc, on avait retrouvé des vêtements, on avait retrouvé quelques ossements. Ces vêtements et ossements avaient été analysés dans un premier temps par l'Institut de la gendarmerie, l'IRCGN. Vous avez trouvé des choses et les juges d'instruction, ont demandé une contre-expertise, enfin des compléments d'expertise. Ils ont demandé ça au laboratoire de Bordeaux. Et les résultats commencent à rentrer. Et le laboratoire a retrouvé un ADN étranger aux proches d'Émile, puisque cet été, toute la famille avait été évidemment... on avait pris leur ADN pour pouvoir vérifier au cas où. Donc, cet ADN sur les vêtements d'Émile et sur un fragment d'os n'appartient pas à un membre de la famille. Donc, il va falloir élargir les prélèvements aux fins d'effectuer d'autres comparaisons. Et bien évidemment, cet ADN a été mis au FNAEG, donc qui est le fichier national des empreintes génétiques, pour voir si cet ADN était connu. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Michel, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à 21h05, c'est quand même un gros rebondissement dans l'affaire. C'est un très gros rebondissement. Alors, ça veut dire, l'ADN, il faut quand même être prudent. Par exemple, je vous serre la main, vous allez serrer la main à Amaury, donc moi, je vais vous transmettre mon ADN, et vous, en serrant la main d'Amaury, vous allez mettre mon ADN sur la main d'Amaury que je ne connais pas et que je n'ai pas touché. C'est un transfert d'ADN, oui, ça arrive. s'appelle un transfert d'ADN. Donc, ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi une erreur commise lorsqu'ils ont ramassé les vêtements et les ossements. Mais effectivement, ça veut dire aussi quand même que les gendarmes continuent leurs investigations et que, avec un peu de chance, en faisant un certain nombre de prélèvements, peut-être qu'on arrivera à matcher cet ADN retrouvé sur les vêtements d'Émile et une personne du secteur. Ouais, en tout cas, ça avance, on espère, parce que c'est incroyable, hein, cette histoire, ça fait extrêmement longtemps. On va parler maintenant de l'affaire Coé, et ça va être notre gros dossier encore ce soir, puisque ça rebondit. Mais juste avant, à Marseille, un prisonnier égorge son co-détenu avec un bol en porcelaine. C'est un détenu de la prison des Baumettes, donc, qui est décédé hier dans la soirée. Il a été égorgé effectivement par son co-détenu, qui a 25 ans. Alors les deux co-détenus ne s'entendaient pas, ils se disputaient souvent, et là une bagarre éclate. L'agresseur, celui qui tue, prend un bol en porcelaine, il le casse, et avec le tesson, il va porter un coup égorgé au niveau du cou, donc sa victime. Les secours interviennent très vite, mais la victime décède. Donc bien évidemment, l'homme qui porte le coup mortel est placé en garde à vue. Il était incarcéré depuis septembre pour 6 mois de prison. L'autre venait d'arriver et était encore au quartier des arrivants. Ils étaient ensemble, voilà. Donc, lui n'était pas condamné, il était là depuis 1 mois, et bien entendu, une enquête pour meurtre est ouverte. Exactement. On va parler de l'affaire Coé maintenant. Il y a encore des rebondissements dans l'affaire Coé. Qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir, parce que hier, une femme a été placée en garde à vue. Il y a un double rebondissement. Le premier rebondissement concerne cette femme qui a été placée en garde à vue. Donc elle a fait 2 jours de garde à vue et elle a été relâchée sans poursuite, mais les investigations se poursuivent. Alors, cette femme, elle a été placée en garde à vue parce qu'elle est soupçonnée d'avoir fait chanter Coé. En fait, donc ce sont les enquêteurs de la PJ parisienne qui ont voulu la voir parce que elle a contacté Coé via son téléphone portable au printemps dernier, entre mars et mai. Elle lui a envoyé des messages d'intimidation
je sais ce que tu as fait et pour que je me taise, il faut que tu me payes. Alors sur la somme, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'était d'abord 15 000 euros, mais ce serait plus. Et figurez-vous que dans le cadre de ces menaces, elle a dit, si tu ne me payes pas, je viens proposer à Cyril Hanouna de venir tout déballer sur son plateau. Ah ouais. Oui, alors je ne dis pas que vous l'auriez reçu, mais c'était dans sa stratégie. C'est incroyable. Absolument, absolument. Oh, ils me mettent dans toutes les sauces. Moi. Oui, oui, oui. Alors, aujourd'hui, pourquoi elle a été relâchée? Parce qu'elle a prétendu que son téléphone avait été volé. D'accord. Je ne sais pas qui a écrit ces messages, c'est peut-être une amie. En tout cas, il n'y a pas eu de rapprochement fait entre cette femme, dont l'identité est encore mystérieuse, et la personne qui a écrit les messages. Voilà. Guillaume a des infos. Alors, selon nos informations, cette femme ferait partie des plaignantes. Ce n'est pas Julie qui est venue sur ce plateau, mais elle ferait partie des plaignantes. Non, c'est pas Julie du tout. Non, c'est pas du tout elle. Il y a une conversation WhatsApp, on a mis la main sur la pièce du dossier, il y a une conversation WhatsApp effectivement entre cette jeune femme et une assistante de Coé, dans laquelle elle écrit, je l'ai sous les yeux, on ne peut pas la montrer évidemment. Alors, elle dit, je réclame à Sébastien Coé la somme de 30 000 euros. Pas besoin d'être appelé par ses avocats, parce que l'assistante de Coé l'a renvoyé vers ses avocats. Elle dit, pas besoin d'être appelé par ses avocats, ce n'est plus nécessaire à présent. Et après, donc, ils ont envoyé les coordonnées de l'avocat et la jeune femme a contacté l'avocat pour récupérer la somme de 30 000 euros. Voilà. Ouais, alors, Michel, d'autres infos. Oui, alors moi je continue à dire d'abord deux choses. Je continue à dire que ce n'est pas une plaignante qui était en garde à vue hier et avant-hier. Le fait qu'elle ait été relâchée ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poursuite à son endroit, puisqu'elle prétend qu'on lui a volé son téléphone. Je pense que les policiers vont vérifier ce point et qu'il leur faut un peu de temps pour le faire. Et qu'une fois que ça sera fait, on verra si elle a menti ou si elle n'a pas menti. Et en général, on essaye de garder un peu de garde à vue pour pouvoir reprendre la personne en garde à vue. Si on use les 48 heures, après c'est fini, on ne peut plus la remettre en garde à vue. Moi, la version que j'ai, c'est que sa défense, effectivement, c'est qu'une de ses copines a pris son téléphone pour faire une blague. Et la garde à vue a été interrompue pour que les enquêteurs, justement, puissent faire des investigations pour savoir si la jeune femme était avec sa copine au moment où le message a été envoyé. Ça, c'est pas évident à prouver. Et Coé, je le précise, dit ne absolument pas connaître cette copine en question. Donc, ce qui va être maintenant dur à prouver, c'est que ce message était soi-disant une blague et soi-disant envoyé par la copine. Alors, ce message, donc, c'est un message WhatsApp où elle lui réclame quand même 30 000 euros. 30 000 euros à son assistante et l'assistante la renvoie vers l'avocat. Elle a dit non, mais j'ai pas besoin d'avocat, je veux 30 000 euros. En fait 30 000 euros parce qu'elle reproche à Coé de l'avoir violée. C'est sur ses propos, ses accusations, mais c'est ce qu'elle prétend. Et elle dit en gros, je retire ma plainte pour 30 000 euros. D'accord, oui, oui. Non, mais oui. Il y a un autre personnage clé dans l'affaire qui s'appelle Anthony Salinas, qui est un fan de Coé, au même titre que Julie, qui était un ami de Julie qui est venu ici. Et Anthony Salinas, il aurait un peu piégé son ami en lui faisant demander de l'argent à Coé. Il aurait piégé Julie. D'accord, donc lui qui est venu ici, là. Julie qui est venu ici. D'accord, comment ça? Anthony Salinas aurait fait des conversations volontairement sur Snapchat. C'est une enquête du JDD et ça n'engage que ce que dit Anthony Salinas. Il aurait eu des conversations sur le réseau social Snapchat avec Julie, dans lesquelles elle lui aurait dit, et il l'aurait un peu engrainé pour dire, tu penses que tu peux te faire combien avec cette affaire, etc. Il parle de 500 000 euros. C'est ça. Honnêtement, 500 000 euros et je retire la plainte. 500 K, soit 500 000 euros. Anthony poursuit, mais imagine si ça se sait, tu as menti, surtout pour le viol. Réponse directe de Julie, tu sais, j'ai honte et j'ai menti pour lui et pour moi. En fin de conversation, alors que Julie confie qu'elle se sent foutue, Anthony rétorque, mais tu seras encore plus foutu quand il sera prouvé que tu n'as pas été violée, Maju. Voilà. C'est une enquête du JDD qui est sortie, c'est la version d'Anthony Salinas. C'est pas la version de Julie. Et voilà. Non, bien sûr, on donne les versions et chacun a sa version. Aussi la parole des plaignants. Exactement. Voilà. Et ça rebondit en tout cas dans l'affaire Coé. Merci à vous. Oui, dernière chose, oui. Non, je voulais juste préciser que le fameux Anthony Salinas est allé voir Sébastien Coé et son avocat pour monter un piège pour piéger Julie. Exactement. Merci. Il n'y a que la vérité qui compte tout de suite sur C8. Merci à tous.